Une province du sud-ouest de la Chine, à la frontière du Tibet, entourée de hautes montagnes, c'est le Sichuan. Ses rochers escarpés et sa végétation subtropicale cachent un trésor exceptionnel. Des statues, des sculptures et des tombeaux, témoins d'une époque aujourd'hui oubliée. Au début de l'année 1914, une expédition française entame ici un long périple à la recherche de sépultures de la dynastie Han, vieille de 2000 ans et des tout premiers vestiges de l'art bouddhiste en Chine. À la tête de l'expédition, l'écrivain et sinologue français Victor Ségalen. Né à Brest en 1878, il a parcouru les mers en tant que médecin de marine avant de s'installer en Chine en 1909. Le contact avec les cultures étrangères nourrit son écriture. Mais en ce début de XXe siècle où l'exotisme est à la mode, ses textes détonnent. Loin d'être de banales descriptions, il semble faire entendre la voix de l'étranger. Au cours des 5 années qu'il passe en Chine, Ségalen s'intéresse beaucoup aux anciennes statues de pierre. C'est aussi l'objet de son expédition. Il est accompagné de son ami Jean Lartigue, un officier de marine, et du comte Auguste Gilbert de Voisin, surnommé Augusto. À cette époque, l'Europe se passionne pour la culture chinoise et ses traditions millénaires. Le musée Guimet à Paris détient aujourd'hui l'une des plus vastes collections d'art asiatique au monde, dont environ 20 000 objets en provenance de Chine. Outre de nombreuses statues et sculptures, le musée abrite un fonds remarquable de photographies historiques, dont celle de l'expédition Ségalen-Lartigue, un millier de plaques photographiques rapportées en France il y a près d'un siècle. Jérôme Guesquière est chargé de leur conservation. Donc bien sûr, on manipule ces plaques toujours avec beaucoup de précaution, car elles sont très fragiles. Il faut prendre des gants pour ne pas laisser ces empreintes, pour éviter de tacher la plaque. Ici, voilà, vous voyez ce qu'il y a de bien, c'est que on peut consulter la plaque juste en ouvrant cette pochette comme ça. Voilà, donc vous pourrez constater, ce sont des très grands formats avec lesquels il travaillait. Comme je vous le disais tout à l'heure, ces plaques de verre, donc ce sont des négatifs verre au gélatino-bromure d'argent. Et donc ils ont été pris sur place, ils ont été développés sur place. Tout le travail de traitement chimique a été fait sur place et ensuite donc rapporté en France par bateau pour ensuite être tiré. Victor Ségalen a immortalisé les œuvres d'art sur place sans y toucher. Contrairement aux pratiques de l'époque, il n'a pas tenté de rapporter ses découvertes pour les exposer en Europe. Au musée Guimet, on peut également voir la carte originale de l'expédition avec l'itinéraire tracé par Victor Ségalen, un périple de 6000 km au départ de Pékin en direction du sud-ouest vers le Sichuan. À pied et à cheval, les hommes vont traverser des cours d'eau et des montagnes pour s'enfoncer dans des régions chinoises encore mal connues à l'époque. Dans son ouvrage équipé Voyage au bout du réel, Victor Ségalen décrit son appréhension avant le début de cette aventure. Tout est prêt, mais ai-je bien le droit de partir? Constructeur jusqu'ici dans l'imaginaire, conjureur de ces matériaux impondérables et gonflants, les mots, pris tout d'un coup du vertige et de l'angoisse du réel.
Au printemps 1914, l'expédition quitte les hauts sommets de Chinling pour gagner le Sichuan, une région prospère qui joue depuis toujours un rôle important en Chine. Le Sichuan est un lieu choisi à la face du monde. Entouré d'une barrière de formidables monts, traversé de 4 puissants fleuves. Sichuan veut dire 4 cours d'eau. Il s'étend sur un pays comparable à notre France. Le français est sur la trace des statuts de l'époque Han. C'est sa mission officielle et aussi son idée fixe. La dynastie Han, la plus longue de l'histoire de la Chine impériale, a duré 400 ans. Attachée au progrès et au bien-être de la population, elle a marqué l'apogée de la culture et de la science chinoise. Aujourd'hui encore, le groupe ethnique majoritaire de Chine se désigne comme le peuple Han. La richesse culturelle de cette époque se manifeste dans les sculptures très caractéristiques des monuments funéraires. Les piliers qui signalent l'entrée des tombes fascinent Victor Segalen. En les étudiant, il espère découvrir l'expression originale de l'art chinois. Sous cette dalle plus récente se cache un tumulus vieux de 2 millénaires. En 1914, c'est un autochtone qui indique à Victor Segalen le chemin vers la tombe. Le noble vieillard qui nous conduit nous montre du doigt le tertre bas, déjeté, déformé. Il le contourne, et sur le coin nord-ouest, tout d'un coup, se voit une voûte basse et un trou. Enfin, le premier coup de pioche est donné sous la terre de Chine. Une cavité voûtée, donnant accès, en rampant, à peine sur pied. J'ai vu et reconnu tout d'un coup des murailles entièrement décorées de briques Han, avec ce style inoubliable. La tombe est vide. Il ne reste que les briques. Le mobilier funéraire a été pillé. Ces chars sculptés symbolisent sans doute les visites des descendants du défunt et sont le signe d'un rang social élevé. Victor Segalen prend soin de laisser les lieux intacts, mais les autochtones qui l'entourent sont visiblement en colère. Une ouverture de tombe, voilà qui n'aurait jamais été tolérée à l'époque impériale. Mais les fonctionnaires de la jeune République de Chine soutiennent la mission française. Le préfet a même fait le déplacement avec quelques soldats et s'oppose aux doyens du village en colère. Ces derniers finissent tout de même par poser fièrement devant l'objectif. La décision de Segalen de laisser ses trouvailles à leur emplacement d'origine a fait ici une impression durable. Une seconde dalle commémore l'ouverture de la tombe par le français. Non loin de là, l'expédition découvre une statue de cheval privée de ses jambes. Imaginez que l'on va, dans ce lieu précis, découvrir une belle et archaïque statue de pierre de cette époque puissante et humaine des Han, et se trouver nez à nez avec un moignon informe de grès, sucé par la pluie qu'il a délavé comme un enfant son sucre d'orge. Au fil des siècles, l'œuvre semble être devenue partie intégrante du paysage. Pourtant, il s'agit de l'une des plus anciennes sculptures chinoises qui soit parvenue jusqu'à nous. Il y a près de 2000 ans, elle gardait le tumulus surmontant une chambre funéraire. Cimentée grossièrement sur un socle, elle se trouve aujourd'hui au bord d'une route où personne ne la remarque. L'expédition poursuit sa route à travers les hautes montagnes et les vallées du nord du Sichuan, des régions encore mal connues. Les journées de marche, éprouvantes, durent parfois 12 heures. Tous les soirs, Victor Segalen consigne les événements du jour et s'interroge sur la vie à l'époque des Han. 14 avril 1914. Parti à 8 heures. Arrivé à 7h30. Pays de monts et de rizières.
Les fonctionnaires impériaux de la capitale allaient volontiers administrer cette province, y mouraient volontiers, assurés qu'ils étaient de belles sépultures, bien décentes, bien ornées, et qui par un hasard inexplicable sont conservées de nos jours en beaucoup plus grand nombre que dans nulle autre province. Wang Dengkai et Cao Zhexiang ont participé à la restauration de ce pilier funéraire. C'est bien celui-ci, oui, c'est celui-ci. Les mausolées de Chu-Xian sont des édifices funéraires pour la plupart. C'est pour cela qu'on les appelle ainsi. Mais quant à savoir où se trouve l'emplacement des tombeaux, ça, personne ne le sait avec certitude. En 1998, ou dans les années 90 en tout cas, le toit de celui-ci a été retiré pour être restauré. C'était en 1999, en avril. Il y avait autant de brouillard que cette année. Pour la restauration des piliers de la dynastie Han, comme de tous les autres biens culturels entreposés au musée, nous n'avons suivi qu'un principe, les restaurer à l'identique. La restauration a été si bien faite que si je ne vous l'avais pas dit, vous ne verriez pas la différence avec l'original. Certaines gravures ici sont un peu effacées par l'érosion du vent. Regardez là-haut, il y a un tigre qui tient quelque chose dans sa gueule. Vous le voyez ? Il ressemble à un sanglier en train de mordre. Il y a comme un décor derrière, mais je n'ai plus de bons yeux. Ces deux fauves qui s'affrontent sont sans doute une référence au combat de tigres, un spectacle très populaire sous la dynastie Han. Le défunt peut ainsi profiter des divertissements qu'il a appréciés de son vivant. Sur cette photo de 1914, le pilier penche de façon inquiétante. Il risque de tomber et de disparaître petit à petit dans le sol humide de la rizière. Depuis, il a été restauré, remis d'aplomb et protégé par un mur de clôture. Tout en Chine se résume en la terre, dans le sol. Un sol sacré qu'on n'ose toucher ni fouiller, mais que l'on cultive avec soin et qui dévore les morts. C'est ainsi que la plupart des sépultures sont ensemencées, que les tumulus sont rasés, les emplacements détruits. Cela est surtout vrai en ce pays béni du Sichuan, où la terre, de belles couleurs sombres et mauves, donne 3 récoltes par an. Dans cette région reculée du nord du Sichuan, Victor Ségalen découvre plusieurs ensembles de piliers funéraires. On fait vite, dans un matin après la pluie gris souris clair, les 8 à 9 lits de route dallée glissante. On revoit le pilier solitaire. Puis les 2 autres, à noble tête carrée. Et cette couleur de vieux rose grès, de rose séchée, de pierres très anciennes qui se donneraient des airs de jeunesse. Ces 2 piliers font partie d'un ensemble funéraire vieux de 2000 ans. Ils ont une forme de tour, contrairement aux stèles plates que Victor Ségalen évoque ailleurs dans son œuvre poétique. Ils encadrent un portail qui représente l'entrée du paradis pour le défunt. Ciselés dans la pierre, des scènes de la vie quotidienne, des événements historiques, des animaux et des êtres mythologiques. Ils nous renseignent sur la vie et le rang social de celui qui repose ici. Mais tout le monde, ou presque, a aujourd'hui oublié leur signification, et il est rare de retrouver des écrits anciens permettant de décrypter ces motifs. Comme cette représentation du célèbre archer Yang Yuji, qui tua le singe blanc de l'empereur vers l'an 500 avant notre ère. Son but est haut. Dans l'angle supérieur, à gauche. De la main gauche, il saisit le cœur de l'arc chinois classique, le même circonflexe depuis 3000 ans. De la main droite, ou plutôt du bras droit, ou plutôt de tout le corps, de tous les reins, il tend la corde, au bord du décoché. Tout se bande en lui. La flèche va partir. Les ornements représentent aussi ce que le défunt avait de plus cher de son vivant, ainsi que les objets dont il a besoin pour son voyage dans l'au-delà, une montagne mythique à l'époque des Han. On ne trouve pas de pilier comparable ailleurs en Asie,
ni dans l'art européen. Pour Victor Ségalen, ces œuvres sont des statues à part entière, des tours de pierre semblables à des maisons. Elles évoquent aussi les porches surmontés de tourelles que la noblesse faisait construire à l'entrée de ses propriétés et témoignent donc, là encore, du rang social du défunt. Le français tient à voir les sculptures et les piliers à leur emplacement original dans leur environnement quotidien. À cette époque, la Chine ne conserve pas ce patrimoine dans des musées comme c'est la pratique en Occident. Même si les Chinois respectent les œuvres du passé, ces dernières restent ancrées dans la vie courante. C'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Ainsi, ces briques vieilles de 2 millénaires ont été réutilisées il y a peu. Et ce pont de pierre, construit à l'époque des Han, est encore en service de nos jours. En 1914, la mission française l'a sans doute emprunté elle aussi. Dans ses pérégrinations, Victor Ségalen croise d'autres vestiges de sites funéraires, des morceaux de sculptures renversés et à moitié enterrés, qu'il prend en photo et sauve ainsi de l'oubli. À peine exhumées, à peine déterrées, à peine dépouillées, elles sont vives. Elles gisent encore, là-bas, où nous les avons trouvées. Elles n'ont pas encore figuré dans un musée. Elles ne sont pas mortes une seconde fois. Ce tigre et ce lion veillaient autrefois sur une tombe. Découverts par l'expédition, ils sont restés longtemps postés à l'entrée de l'école du village. Pour éviter qu'ils soient volés, ils ont récemment été transportés dans la ville toute proche de Tsuchienne et devraient être exposés dans un musée. Dans la Chine d'aujourd'hui, en pleine transformation, le regard sur le passé semble évoluer. On commence à apprécier à leur juste valeur les œuvres de la dynastie Han et à protéger ce qui reste des toutes premières sculptures chinoises. Le lion et le tigre sont entreposés ici en attendant de rejoindre leur destination finale. Bientôt, ils deviendront les pièces maîtresses de la collection du musée de Tsuchienne, qui doit être aménagée dans un ancien temple de Confucius. À l'époque de Victor Ségalen, le temple était déjà vide et abandonné, menacé de ruine. L'histoire mouvementée de la Chine au XXe siècle a laissé d'autres blessures, comme nous l'explique ce passant. La plupart des antiquités ont été détruites, mais il subsiste ce portail commémoratif et un certain nombre d'objets de moindre importance. À cet endroit, il y avait un chemin sculpté, surélevé. Vous voyez le bas-relief? Autrefois, il représentait un dragon qui serpente. Il était 8 fois plus long que ce qui reste là, mais tout a été détruit pendant la révolution culturelle. Ce qui a survécu à la révolution culturelle a été restauré ces dernières années. Mais bien souvent, on s'est contenté de parer au plus pressé pour éviter que les monuments s'écroulent, en posant des échafaudages et en accrochant une pancarte « Ne pas grimper ». Le directeur du futur musée, Hu Lianghong, a invité des mécènes potentiels car seuls des investisseurs privés peuvent l'aider à sauver le temple de l'effondrement. La pièce où nous nous trouvons était probablement une salle de bal. Ça devait être plein de gens et très animé. Directeur Yang, nous avons à Tsuchienne tant de trésors archéologiques que les journalistes ont encore des questions à nous poser sur nos projets, pour les colonnes des Han et le temple de Confucius. Pour les colonnes de l'époque Han, notre plus ancienne documentation n'est pas chinoise, elle a été réalisée par les Français et par les Allemands. Beaucoup de pièces se trouvent actuellement dans les musées français.
Après avoir vu ces clichés d'époque, on se rend compte que nous avons fait un bon travail de restauration. L'apparence était cependant assez différente. Autrefois, le style que l'on peut apercevoir sur ces photos était bien plus beau, plus luxueux, très harmonieux. Le supérieur de Hulianghong, M. Yang, espère attirer les touristes en faisant de Chusian la ville des piliers Han. Les photos de Victor Segalen le convaincront peut-être de la nécessité de restaurer le temple dans l'esprit du monument d'origine. Quand j'ai commencé mon travail ici, j'ai réalisé à quel point le temple de Confucius était abîmé. J'ai senti le poids qui pesait sur mes épaules. Je me suis mis alors à rédiger d'innombrables rapports. J'ai fait ça jusqu'à l'épuisement. S'il parvient à mener à bien son projet, les sculptures découvertes par la mission Segalen pourront également être exposées dans le futur musée. Au moment même où il entre dans la modernité, l'Empire du Milieu semble ressentir aujourd'hui le besoin de se souvenir de son patrimoine culturel et de son identité. La mise en route, et les gestes, et les cris au départ, et l'avancée. Et qui me portera? Des chevaux, des chameaux, des ânes, des hommes, des mules, ou mes pieds? Chacun peut-être, tour à tour, mais dans quel ordre? Le mulet en tête de la caravane porte les précieuses plaques photographiques. Il est suivi par 70 porteurs à pied, des tonnes d'équipements portés à dos d'homme ou d'animal sur des milliers de kilomètres. Au fil de la journée, le convoi s'étire lentement car chacun avance à son propre rythme. Tout le monde finit par se retrouver tard dans la nuit. Pourtant, à l'arrivée, aucune perte de matériel n'est à déplorer et jamais il ne manque un dollar ou une pièce d'argent. Dans ses écrits, Victor Segalen rend hommage à ses porteurs souples et fiables. Il n'est pas donné à tout homme, même solide, d'être un bon porteur. Le portage est une science, une tradition, un sport, une profession, une ascèse. Tout homme peut devenir un grand fonctionnaire de l'Empire, mais le porteur naît porteur et ne s'improvise point par un titre. L'expédition poursuit son périple vers le cœur de la Chine. Après avoir étudié de nombreuses sculptures de la dynastie Han, Victor Segalen et ses compagnons entament la seconde partie de leur mission archéologique non loin de Bajong, toujours dans le nord du Sichuan. Une vieille chronique locale leur permet de situer très vite un vaste ensemble de statues de Bouddha taillées dans la pierre et richement ornées. Contrairement à celles de la dynastie Han, ces représentations sont déjà connues et appréciées des sinophiles européens à cette époque. Les falaises des 1000 Bouddhas du Sichuan, dont certaines statues datent du VIe siècle, font partie des plus anciennes traces de la présence bouddhiste en Chine. Ce courant spirituel venu de l'Inde fait son apparition dès le 1er siècle dans l'Empire du Milieu. Mais ces divinités personnifiées paraissent très étrangères aux Chinois. C'est pourquoi il faudra 5 siècles au bouddhisme pour s'implanter durablement. Victor Segalen est horrifié quand il découvre cette montagne majestueuse criblée de trous. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, il n'apprécie pas cette forme d'art et les statues bouddhistes d'inspiration indienne sont pour lui une hérésie. Il croit en effet à un art chinois pur qu'il considère gâché par ses influences bouddhistes.
Le 30 avril 1914, l'expédition repart. La caravane avance à un bon rythme. Victor Segalen s'enthousiasme pour le Li, l'unité de longueur chinoise qui semble s'imposer peu à peu aux voyageurs. Le Li, c'est une admirable grandeur. Souple et diverse, elle croît ou s'accourcit pour les besoins du piéton. Si la route monte et s'escarpe, le Li se fait petit et discret. Il s'allonge dès qu'il est naturel qu'on allonge le pas. Le Li se conçoit fort bien dans la mesure humaine du temps et du jour. 10 Li, c'est à peu près ce qu'un homme, ni hâtif ni lent, abat à son pas en 1 heure dans la plaine. Voilà 10 semaines que la mission est en route. Tout près de l'actuelle ville de Mianyang, Victor Segalen découvre 2 piliers bien conservés qui font partie d'une tombe de l'époque Han. En les examinant de plus près, il découvre un détail surprenant. Les gravures sur le tronc du pilier sont d'inspiration bouddhiste. Réalisées en l'an 529, elles constituent les plus anciens vestiges de sculpture bouddhiste au Sichuan. Les sculpteurs bouddhistes ont travaillé cet ancien pilier Han comme un simple bloc de pierre. Victor Segalen déplore ce qu'il considère comme une dégradation. Pourtant, cette trouvaille l'enthousiasme, car elle permet de comparer sur un même monument une réalisation de l'art bouddhiste avec des motifs plus anciens. Ces piliers ont été repérés par le palefrenier de l'expédition, un Chinois, qui manifeste un grand intérêt pour l'archéologie. Il a donc l'honneur d'être immortalisé à côté de sa découverte, l'une des plus étonnantes de l'expédition. En continuant vers le sud du Sichuan, non loin du mont Emei, le convoi fait un crochet par la statue du grand Bouddha de Lushan, la plus monumentale au monde. Avec ses 71 mètres de hauteur et ses épaules larges de 28 mètres, elle figure aujourd'hui sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La légende veut qu'un moine ait commencé à sculpter ce colosse à même la falaise en l'an 713. Il aura fallu 90 ans pour l'achever. Au début du XXe siècle, le site est déjà une attraction exceptionnelle. Depuis, il est devenu l'un des principaux lieux touristiques du Sichuan. L'après-midi se passe en face, au trop célèbre Grand Bouddha, The Greatest in the World. Je n'ai jamais rien vu qui, pouvant être vraiment aussi beau, aussi grand, aussi bien situé, fût aussi laid et si grotesquement célèbre. Victor Segalen critique le gigantisme de la statue et le fait que cette œuvre d'art ancienne soit transformée en attraction touristique. Le même cliché figure dans les albums souvenirs de millions de Chinois. Mais c'est Victor Segalen qui, en 1914, prend la première photo connue à ce jour du grand Bouddha de Lushan. On en devine, à travers l'écroulement et les brousses, à travers un replâtrage horrible de la figure, la probable beauté. Sa face est tournée vers le confluent du Tong et du Ya, vers le Homi, vers le Tibet enfin, qu'il eût pu voir en levant ses paupières larges comme chaudière à riz d'un réfectoire de 2000 moines. C'est l'un des rêves de Victor Segalen qui ne se réalisera pas.
Le Tibet est tout proche et pourtant inaccessible. L'époque est troublée. Il risquerait sa vie en essayant de passer la frontière. En quittant le Shan, l'expédition suit la rive droite, de plus en plus rocheuse, de l'actuelle rivière Qingyi. Des sentiers bordent le cours d'eau depuis des temps immémoriaux. Entre le 7e et le 11e siècle, des fidèles bouddhistes ont commencé à sculpter des statues dans les rochers. Ces falaises des 1000 Bouddhas, à Jiajiang cette fois, étaient déjà connues au temps de Ségalen comme un exemple de sculpture ancienne bouddhiste en Chine. Lei Yuhua, professeur d'histoire de l'art à l'Institut d'archéologie de Chengdu, est une spécialiste internationalement reconnue de l'art bouddhiste. Au fond, qu'il y ait des grottes en Inde ou bien ici, c'est très bien. Le plus souvent, les grottes sont situées le long d'un fleuve. Pourquoi cela? C'est parce que dans l'Antiquité, les voies de communication étaient construites le long des cours d'eau. Comme beaucoup de constructions de l'Antiquité, elles se trouvent toutes au bord d'un fleuve. Dans ces grottes bouddhiques, il était pratique pour les fidèles de venir faire leurs offrandes par cet accès fluvial. Il y a eu aussi de riches donateurs. C'est grâce à eux que ces lieux de culte ont pu se développer et perdurer. Ces grottes avaient deux fonctions, propager la foi et la préserver. Ici, dans la province du Sichuan, nous avons pour mission de protéger le Bouddha géant de l'Oshan. C'est pourquoi nous le resterons ici même au bord du fleuve. Le fleuve est une voie de communication et lors de ces crues, de nombreux bateaux ont coulé et il y a eu beaucoup de morts. Le Bouddha doit également protéger contre les malheurs qui peuvent survenir. Ici, au Sichuan, il est normal de trouver le long d'un grand fleuve de grands temples ou encore une représentation géante du Bouddha. C'est la tradition. À Jiajiang, les fidèles choisissent leur lieu de recueillement en fonction de ce qu'ils recherchent. Car chacune des statues a une signification bien particulière. L'une des plus anciennes est celle de la déesse Guanyin, avec ses multiples bras. C'est l'une des divinités les plus révérées dans le bouddhisme est-asiatique. Ces 48 bras correspondent à ces 48 attributs. Chaque attribut est un don qui peut combler un souhait, une demande. Parce que selon la croyance populaire, la déesse Guanyin peut exaucer presque tous les vœux des fidèles, c'est pourquoi elle est si populaire. Qu'il s'agisse de la construction d'une maison, du financement d'un enterrement ou bien d'une question concernant un voyage, des enfants, de l'argent, la carrière, elle peut réaliser tous les vœux des fidèles. Ce que l'on voit à présent, c'est la couleur beige de la pierre nue. Une fois que les restaurations seront terminées, les Bouddhas seront recouverts de leur parure d'origine. Ce sera très coloré. S'il n'y avait pas d'auvent, avec la pluie, les couleurs disparaîtraient en 2 jours. C'est pour cette raison que ces grottes avaient des toits et des rideaux pour les protéger. En 1914, il ne reste qu'un toit de fortune au-dessus de la grotte la plus vaste en guise de protection contre les intempéries. À l'origine, pourtant, la falaise tout entière était garnie d'auvents en bois. Aujourd'hui, les structures en bois ont disparu et les caprices du temps ont détérioré les statues et les sculptures. Il est urgent de préserver le grès des effets de la pluie, du vent et du soleil, sans quoi la pierre disparaîtra également. Victor Ségalen croit identifier ici des influences tibétaines. Il qualifie l'endroit de musée iconographique, et bien qu'il ne comprenne pas la signification de toutes les statues, il succombe à la magie du site. Mais au cours de son périple, il découvre aussi des statues bouddhistes isolées qui le fascinent. L'une d'elles se trouve aujourd'hui en contrebas de cette route, mais à une époque elle surplombait le cours d'eau et servait à protéger les riverains des inondations. C'est un corps souple, à taille fine, assis sur un rebord de la paroi, légèrement penché sur le fleuve, la jambe droite croisée horizontalement sur l'autre.
La tache des 2 bras, qui manque, est fort réussie. Le visage est détruit par mutilation volontaire, mais 2 belles torsades de cheveux l'encadrent encore. C'est un superbe exemple, l'un des plus lointains et des plus inattendus de la draperie grecque revêtant un corps de modelé hindou. Ne parvenant pas à photographier la statue, peu accessible, il la dessine. Elle reflète la tradition artistique du Gandhara, avec ses influences classiques grecques. Le dessin révèle sa beauté fragile. Comme souvent dans son voyage, Ségalen est frappé ici par la cohabitation harmonieuse et naturelle de l'art, de la végétation et des Chinois vaquant à leurs occupations quotidiennes. Même si cela met en péril la conservation de ses œuvres. L'expédition emprunte ensuite la rivière Min, un affluent du Yangtze. Les grands cours d'eau du Sichuan ont de tout temps été les artères vitales de la Chine profonde. Au fil des millénaires, les hommes ont laissé sur leurs berges les traces de leur civilisation. Des traces qui, une fois de plus, ramènent Victor Ségalen à la dynastie Han. Au bord de la rivière Min, il découvre ainsi des grottes profondes taillées dans le grès. Dans ces cavités mystérieuses, il compte bien trouver de nouveaux vestiges témoignant de la vie au début de notre ère. Les rites funéraires ont connu leur apogée au cours de la dynastie Han. Dans les tombes, on plaçait des reproductions en argile de tout ce qui était important dans la vie. Il s'agissait de s'assurer que le défunt ne manquerait de rien et qu'il ne reviendrait pas se venger sur ses descendants sous la forme d'un démon maléfique. À l'époque de Victor Ségalen, l'accès à ces grottes est souvent difficile à trouver. Ce sont les habitants de la région qui lui en indiquent l'entrée. Des enfants, voyant qu'on payait assez bien, nous ont menés à travers les broussailles jusqu'à un trou à peine assez gros pour moi. Dans la dernière salle, à 30 mètres de l'orifice, 2 grands sarcophages de pierre, vides, mais sculptés entièrement de personnages Han bien connus. Chevaux, cerfs, piliers. La trouvaille, la première de ce genre, était fort bonne. Tang Changshu, archéologue aujourd'hui à la retraite, a travaillé autrefois au service des monuments historiques de Lushan. Cette photographie a été prise ici même. On peut voir ici les 3 cavernes qui sont sur la photo, ainsi que celle d'à côté. Par ici, on voit que le tombeau a été bien conservé. Par rapport à l'époque de la photo, il n'y a que peu de différence. On peut voir les parties gravées du mur, les parties supérieures des tuiles, des poutres carrées, des tuiles plates et quelques murs. À l'intérieur, on trouve des poutres, des colonnes et des ornements représentant des dragons. Autant d'éléments qui évoquent l'architecture chinoise traditionnelle. Au début du XXe siècle, on pensait que ces grottes avaient servi d'habitation. La première fois que je suis venu, c'est quand j'étais enfant. Cela fait plus de 40 ans. À l'époque, je ne comprenais pas grand-chose. Tout ce que je savais, c'est que c'était la grotte des barbares. La grotte des barbares, c'est drôle. On était persuadés que c'était des hommes d'autres ethnies qui avaient creusé ici. Plus tard, en écoutant les récits des vieux et en lisant des livres, j'ai compris que c'était les Chinois de la dynastie Han qui avaient creusé tous ces tombeaux. Ce sont les recherches de Victor Ségalen qui ont permis de déterminer qu'il s'agissait de sépultures et non d'habitations.
Au cours de l'histoire, elles ont été réaménagées à plusieurs reprises et utilisées de diverses manières. La dernière grande transformation remonte à la dynastie Ming, il y a environ 500 ans, lorsque l'entrée de la tombe a été convertie en temple bouddhiste. Un grand Bouddha a été taillé dans la paroi, ainsi que d'autres statues plus petites. Ces tombes rupestres très anciennes sont ainsi devenues un lieu de culte encore fréquenté de nos jours. Récemment, un groupe de paysans a entrepris des restaurations, mais elles sont assez grossières, sans qualité artistique. Vous voyez, là, on a brûlé de l'encens. C'est récent, ce sont les paysans d'ici qui l'ont fait. J'ai lu les livres de Ségalen et j'ai pu suivre les pistes qu'il avait suivies. Il est venu à cet endroit même pour faire des recherches. Mais quand on y regarde de près, elle reste quand même assez sommaire. Depuis, nous les avons poursuivis en nous basant sur son travail. Quoi qu'il en soit, nous sommes vraiment admiratifs de ce que Ségalen a entrepris en 1914. Il a en effet mis en évidence un nouveau type de tombe de la dynastie Han encore inconnu en son temps. Des sépultures destinées à la classe moyenne. C'est l'une de ses plus importantes découvertes archéologiques. À 200 mètres de là, une grande tranchée est creusée dans la montagne. Le calme qui a régné pendant des siècles ici n'est plus qu'un lointain souvenir. Une large route passera entre ces falaises dont la teinte rouge enthousiasmait tant Victor Ségalen. C'est même cette couleur qui a donné son nom à cet endroit, le bassin rouge. Ou plutôt, violet de sable, chargé du mauve manganèse et d'oxyde de rouille, et de grès coloré par des pénétrations sulfureuses. Ce grès est inégal, étonnant, car selon le filon ou les hasards de la roche, on obtient en art statuaire une matière qui en quelques 200 ans, ou même 10 ans, se délite, se désagrège, alors que des reliques du temps passé, extraites de carrières mieux choisies, conservent avec une précision stupéfiante dans le grès les coups de ciseaux et jusqu'au trait épanelant de l'ouvrier des Han. La pierre taillée représente pour Ségalen l'expression authentique de la Chine d'autrefois. Ces travaux vont permettre de faire connaître en Europe les œuvres imposantes de la statuaire chinoise. Archéologue et explorateur, Ségalen se révèle aussi poète au cours de son voyage. Le fleuve, bien plus que la mer, est un lieu poétique par excellence. Mais le fleuve, par son existence fluidique, ordonnée, contenue, donnant l'impression de la cause, du désir, est accessible à tous les amants de la vie. Pour le français, les grands cours d'eau du Sichuan sont tour à tour une source d'inspiration, une voie de transport, un obstacle, une aventure et un danger. La journée des bacs. Premier bac, deuxième bac. Or, le passage doit se faire en plein milieu d'une bonne course. On passe d'abord les autres chevaux, deux par deux. De sérieux remous, clapotis, roulis. Au bout de 4 mois, l'expédition atteint la partie occidentale et très montagneuse du Sichuan. Dans la Chine antique, c'était une terre mystique où vivaient les morts et les démons. Le soleil se couchant à l'ouest, ce point cardinal symbolisait l'automne et le royaume des morts.
En juin 1914, la mission approche de sa dernière étape archéologique, les environs de Lushan, un point de passage important de l'ancienne route de la soie méridionale. Depuis le séisme de 2008, le gouvernement chinois investit beaucoup dans la région. On construit un peu partout et on rénove les routes. C'est ici, dans ce modeste musée du fin fond du Sichuan, qu'on peut admirer la plus grande collection chinoise de sculptures de l'époque Han. Certaines des pièces exposées ont été découvertes par Victor Segalen, fasciné par ces êtres fantasmagoriques taillés dans la pierre. Dans les montagnes, le tigre est le roi des animaux. Associé à l'ouest et à l'automne, il est aussi le gardien des tombes. Sa carrure puissante effraie tant la mort que les démons. Ces imposantes statues veillaient autrefois sur les tombes des hauts fonctionnaires de la dynastie Han. Un ou deux de ces gardiens de pierre étaient ainsi installés un peu à l'écart des piliers. La taille de la colonne était fonction de la position sociale du défunt. Quand de hauts dignitaires du régime féodal de la dynastie Han mouraient, on ne pouvait construire d'autres colonnes à proximité de leur tombeau. Pour bénéficier de ce privilège, un haut fonctionnaire devait au moins administrer une province entière. Seuls ceux qui recevaient de 300 à 600 boisseaux de riz par mois avaient le droit de se faire ériger une colonne funéraire. C'était donc un privilège, une récompense. C'est comme aujourd'hui, quand on attribue à un haut fonctionnaire une BMW ou une Mercedes de fonction. La colonne funéraire indiquait le rang social du défunt. Ici, par exemple, vous pouvez voir de très hautes colonnes à 2 soubassements. On les appelait colonnes à 2 niveaux. Elles étaient plus grandes que les autres et étaient réservées au grade de Taishu, qui correspond à notre président de région actuel. Son salaire mensuel s'élevait à plus de 2000 boisseaux de riz. Plus de 2000 boisseaux. Plus la colonne funéraire était haute, plus le statut social du défunt était élevé. Tandis que Jean Lartigue explore les tombes de Lushan, Segalen découvre à Ya'an, une ville toute proche, un site presque identique. La tombe du fonctionnaire Gao Yi et son pilier funéraire, l'un des mieux conservés du Sichuan. Celui-ci fait revivre les mythes ancestraux de l'époque Han. Des représentations très détaillées de la vie quotidienne y côtoient des êtres mythiques et des événements historiques. Ici, il s'agit sans doute de l'homme révéré comme un héros à l'époque Han qui attenta à la vie du cruel empereur Qin Shi Huangdi au IIIe siècle avant notre ère. Plus tard, on cessera de confectionner ce type de piliers, mais les sépultures continueront à être décorées de félins et d'êtres mythologiques ailés. Ils forment le socle thématique de la sculpture chinoise. Sur cette photo ancienne prise à Lushan, ce tigre semble un peu oublié au milieu de sa rizière. Comme ce félin fantasmagorique, ou ce lion pratiquement englouti dans le sol. Ces ambassadeurs de pierre d'un monde disparu constituent l'une des grandes découvertes de la mission Segalen. Il subsiste au milieu des champs une bête vivante et blessée, ouvrant la bouche, et miaulant depuis 2000 ans un cri de pierre étouffé par la boue, avec un geste de rage dont la pluie n'a pu effacer le contour. L'œuvre humaine est là, malgré la désertion, et des cultures plus envahissantes, plus étouffantes que la brousse, la jungle, la forêt. La bête crie à l'abandon. Ce tigre de pierre est d'une facture différente des autres. Il a la langue enroulée vers le haut. Sa réalisation est très soignée. Il a une crête sur la tête. Nous appelons cette sorte de tigre légendaire en pierre Siedieu. Il gardait les sépultures impériales. Il était chargé de défendre les tombes, pour écarter toute corruption et tout ce qui est néfaste. C'est la raison pour laquelle il est d'une grande valeur historique et artistique.
Il est d'une facture différente des autres, c'est pourquoi ce tigre est de loin mon préféré. La mission Ségalen a permis de redécouvrir des sculptures anciennes tombées dans l'oubli. Alignées pacifiquement telles des messagers venus du passé, elles regardent vers l'avenir, stoïques et majestueuses. L'expédition quitte le Sichuan pour gagner la province du Yunnan fin juillet 1914. Son travail archéologique est achevé et il veut arriver en Birmanie avant la fin de l'année. Mais Victor Ségalen et Jean Lartigue sont des militaires. Et le 11 août, ils apprennent par télégramme que la guerre contre l'Allemagne a éclaté et qu'ils sont rappelés en France par ordre de mobilisation générale. La missive se trouve aujourd'hui au musée Guimet, tout comme le reste des archives de l'expédition. Elles offrent un aperçu extraordinaire de la Chine d'autrefois et des origines de sa sculpture.